Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la BMW i4 version M50. C'est la concurrente directe de la Tesla Model 3 dans sa version performance. Autant vous dire que comme elle est 100% électrique et comme elle est très énervée. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Quand le constructeur allemand BMW propose sa réponse à la Model 3 Performance de Tesla, autant vous le dire, il ne fait pas les choses à moitié. Après l'essai de la BMW iX il y a quelques semaines, au design plutôt original on va dire, eh bien voici la BMW i4 aux lignes plus classiques, des lignes plus classiques, mais à l'intérieur, un élément qu'on a retrouvé également dans la BMW iX, à savoir le curved display, le double écran qui fait enfin entrer BMW et ses intérieurs dans la modernité. Et ça, c'est une bonne chose, on verra ça tout à l'heure. Alors, quels sont ses atouts, mais également ses faiblesses? Une BMW avec le sigle M doit proposer des performances de premier plan. Est-ce que c'est le cas de cette version M50 de la BMW i4? Eh bien, pour répondre à cette question, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Ce sera le cas la semaine prochaine, dimanche à 18 h, l'essai très électrisant de la version hybride rechargeable du nouveau Kia Sportage. Voilà qui promet, notamment en termes d'autonomie promise en 100% électrique. On verra si la promesse est tenue. D'autres essais tout aussi électrisants avant cet été encore, je vous en reparle tout à l'heure. Cette BMW i4, elle se présente comme étant le premier grand coupé 100% électrique. Extérieurement, au premier regard, pas de doute, c'est une vraie BMW dont la ligne devrait plaire aux habitués de la marque. Et avec cette version M50, j'ai arrêté de compter assez rapidement les têtes qui se retournaient sur son passage. Preuve que la magie du sigle M sur une BMW, eh bien, elle opère toujours. Ça évoque toujours une certaine forme d'exclusivité au travers de la performance. Alors si on met de côté cette couleur bleu mat, pas vraiment discrète, pour le reste, cette version la plus musclée de la gamme i4 reste élégante, tout en annonçant tout de même qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration, au travers de quelques détails, comme par exemple le béquet sur le coffre, le diffuseur, les rétroviseurs et évidemment le sigle M qu'on va retrouver un petit peu partout à l'extérieur comme à l'intérieur. Au niveau des dimensions, eh bien, la longueur c'est 4,78 m, la largeur 1,85 m, ce sera 2,07 m avec les rétroviseurs et puis sa hauteur 1,45 m. Ce qui est intéressant, c'est son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, 2,85 m. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un grand empattement en général annonce de la place à l'intérieur et notamment à l'arrière. Est-ce que c'est le cas dans cette voiture? Eh bien, on le saura dans quelques minutes. Comment vous la trouvez extérieurement, cette BMW i4? Moi, je la trouve canon. Je trouve qu'elle a une gueule d'enfer. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Les moteurs électriques sur la BMW i4, ils sont à excitation par le courant et non à aimantation permanente comme c'est le cas habituellement. Le principal avantage des moteurs à excitation par le courant étant qu'ils peuvent se passer de terres rares, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des puissances, deux versions existent donc. La version e-Drive 40, version propulsion avec un seul moteur sur le train arrière. Cette version développe 340 chevaux pour 430 Nm de couple et un 0 à 100 abattu en 5,7 secondes. La version la plus extrême, c'est celle que j'ai essayée cette semaine, la version M50 qui elle développe 544 chevaux, un couple gigantesque, près de 800 Nm et un 0 à 100 qui est abattu en seulement 3,9 secondes. Ça décoiffe. 83,9 kWh brut, soit 80,7 kWh utile, réellement utilisable. C'est la capacité de la batterie qui équipe cette BMW i4 version M50. Batterie logée dans le plancher de la voiture, évidemment, comme à chaque fois, entre les quatre roues pour abaisser le centre de gravité. C'est tout bon pour le comportement et on parlera du comportement tout à l'heure quand on sera sur la route. Alors, l'autonomie théorique revendiquée par cette voiture en norme WLTP, donc en théorie, c'est 520 km, soit 70
70 km de moins tout de même que la BMW i4 en version eDrive 40, la version d'entrée de gamme qui revendique donc 590 km, ce qui est vraiment très généreux. Autrement dit, performance ou autonomie, il faut choisir. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté droit avec sous la trappe un premier connecteur, c'est le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Ce connecteur, il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est la norme en 2022 aujourd'hui et ça va permettre à cette voiture d'être complètement rechargée après une journée de travail ou une nuit de sommeil. Avec cette voiture, vous avez accès évidemment aussi à la recharge sur le courant continu pour les jours où vous devrez faire un appoint ou pour les longs trajets pour traverser la France par exemple. La recharge sur le courant continu qui est possible sur les parkings de supermarchés, de centres commerciaux, le long des grands axes avec les réseaux bien connus que sont Ionity, Fastnet, Total Energy, etc., etc. Alors pour ça, il faut libérer le deuxième connecteur et la somme des deux connecteurs pour vous donner accès à la recharge sur le courant continu. C'est donc le combo CCS, la somme de ces deux connecteurs, la partie du haut type 2 et la partie inférieure avec les deux pins supplémentaires. Là, comptez 34 minutes à peu près pour récupérer 80% de capacité de batterie grâce à la puissance acceptée de 205 kW. 205 kW, franchement, c'est pas mal. Alors, c'est pas aussi élevé que chez Tesla, mais c'est largement supérieur à d'autres qui proposent 50, 100, 125 ou encore 150 kW, ce qui va forcément allonger les temps de recharge. Ici, 34 minutes pour atteindre 80%, sachant que la batterie de cette voiture, elle est relativement importante. C'est plutôt confortable. Même si cette voiture n'a pas pour vocation de se transformer en camion de déménagement, eh bien on va quand même s'intéresser à la capacité de chargement. Ouverture du coffre électrique évidemment. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien 470 litres et 470 litres. Compte tenu de la vocation sportivo-coupée de cette voiture, c'est plutôt pas mal. 470 litres pleinement utilisables. Alors des petites astuces, il y en a dans cette voiture, notamment la tablette, vous le voyez, elle est divisée en deux parties et ça c'est assez pratique pour pouvoir charger directement dans le coffre dès l'ouverture sans devoir relever une tablette ou bouger une tablette. On a également deux alcôves, une à gauche, une à droite avec des filets de retenue pratiques également. Et puis on a un petit crochet ici à droite ainsi qu'une prise 12 volts de type allume-cigare. Alors est-ce qu'il y a de la place sous le plancher du coffre? Eh bien, quand on ouvre, effectivement, on constate que potentiellement, il peut y avoir de la place. Sauf qu'ici, on a le caisson de basse du système audio Harman Kardon qui prend 2/3 de la place disponible. Il reste donc une petite place disponible pour le câble de recharge. Mais vous me direz, c'est une voiture 100% électrique et donc sous l'immense capot, il y a forcément un espace supplémentaire, un frunk, comme dans une Tesla, dans une Polestar ou dans d'autres. Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier. Là, vous ouvrez le capot et c'est la déception. Pas de frunk sous le capot de cette voiture. Et ça, c'est un petit peu dommage. Vous le voyez, un grand cache en plastique avec le logo M. On a deux trappes techniques, une à gauche, une à droite. On a le bouchon là-bas pour le remplissage du liquide lave-glace. C'est tout. Pas de possibilité donc de placer à l'avant des objets ou des câbles dans cette voiture. C'est vraiment dommage. C'est là qu'on voit que la conception de cette voiture à la base, c'est pas du 100% électrique, c'est du multi-motorisation. Et donc on a quelques inconvénients et celui-là en fait partie. Alors ça veut dire qu'il faut se contenter de quoi? Eh bien des 470 litres à l'arrière banquette en place ou 1290 litres banquette arrière rabattue. 2,85 m, c'est donc l'empattement de cette voiture, distance entre les roues avant et les roues arrière. Mais où sont-ils ces 2,85 m? J'ai un petit peu de mal à l'imaginer. Pourquoi? Eh bien parce que la place à l'arrière, elle est vraiment très mesurée. J'ai réussi, au prix de quelques contorsions, à m'installer ici à l'arrière, derrière moi et le siège avant réglé comme pour moi. Et vous le voyez, je dois voyager avec les genoux de part et d'autre du siège avant. Donc 1,90 m devant et derrière, c'est une situation bien sûr qui n'arrivera sans doute pas tous les jours. Situation un peu extrême, mais voilà, dans certaines voitures, ça passe, très largement même parfois. Dans celle-ci, ça ne passe pas. Donc si vous êtes vous-même très grand avec de grands adolescents, oubliez cette voiture, ça va juste être pas possible. Pour le reste, ceux qui arrivent à s'installer confortablement, ils ont droit à un équipement plutôt sympa. Deux prises USB-C, c'est-à-dire une prise USB-C par place principale à l'arrière et la climatisation spécifique pour l'arrière. Alors quand je dis par place principale à l'arrière, c'est presque par place principale
tout court hein, à l'arrière. Il n'y a pas vraiment de place secondaire en fait. Hein. Pourquoi? Parce que la place centrale à l'arrière, ça va être un petit peu compliqué avec l'énorme tunnel qu'on va retrouver ici au milieu et le peu d'espace disponible. Ça devient vraiment très compliqué de s'installer à l'arrière de cette voiture. Voilà, c'est un petit peu dommage, surtout qu'on ne bénéficie pas donc de ce bel empattement de 2,85 m. Tout est dans le capot et pourtant il n'y a pas de frunk. Donc je comprends pas bien, c'est un petit peu dommage, c'est pas optimisé pour une voiture 100% électrique. Pour le reste, on a un toit ouvrant sur cette voiture, mais pas un toit gigantesque. Donc on n'a pas non plus un apport de luminosité incroyable à l'arrière. Et puis au niveau de la hauteur, voilà, si je me mets droit, j'ai la tête qui touche le pavillon. Autrement dit, je préfère largement dans cette voiture voyager à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Mais qu'est-ce que ça donne avec un plus petit gabarit? La réponse maintenant avec Zoé. Je viens de m'installer à l'avant pour régler le siège comme pour moi, avec mon 1,78 m. Allons voir ce que ça donne à l'arrière. Me voici installée à l'arrière, j'ai beaucoup de place pour les jambes, pour la tête un tout petit peu moins, mais ça passe et je peux sans problème déployer la coudoir centrale. Bienvenue à bord de cette BMW i4 M50. Alors si on compare volontiers la BMW i4 à la Tesla Model 3 parce que ce sont deux berlines électriques puissantes, à l'intérieur ces deux voitures ne jouent clairement pas dans la même cour. Même si Tesla a fait d'énormes progrès sur la qualité des matériaux, sur la finition, le chemin à parcourir avant d'atteindre le niveau de qualité d'un intérieur comme celui de cette i4 est, croyez-moi, encore très long. Dès qu'on s'installe au volant de cette i4 M50, ça transpire la sportivité et le premium par tous les pores, ou plutôt par toutes les ouïes d'aération. On est évidemment dans un intérieur plus traditionnel que celui d'une Tesla Model 3, mais on est dans un intérieur qui, comme celui de la iX, s'inscrit enfin dans la modernité avec cette nouvelle interface à double écran qui s'intègre parfaitement à l'ensemble. Des boutons, enfin, il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous, que pensez-vous de l'intérieur de cette i4? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Comme à chaque fois, je vous propose à présent, avant de prendre la route, de décrire le tableau de bord de cette voiture. On va commencer par la portière conducteur. En partie haute, on a la poignée d'ouverture et l'ouverrouillage centralisé. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques, la possibilité de rabattre les rétroviseurs à la demande et les deux mémoires pour le siège conducteur. En bas, enfin, on retrouve le vide-poche, pas gigantesque d'ailleurs, et le bouton d'ouverture-fermeture du coffre. À gauche du volant sur le tableau de bord, le module de gestion des éclairages. Sur le volant, à gauche, la gestion du régulateur et du limiteur de vitesse. Et à droite, la commande vocale, la gestion du téléphone ainsi que la gestion de la partie audio. L'appel du menu audio dans l'affichage tête haute et la personnalisation du combiné instrument et de l'affichage tête haute. En partie inférieure, on va retrouver ici, en dessous du moyeu central, le bouton d'activation du volant chauffant, idéalement placé je trouve, c'est bien vu. Les commodos derrière le volant, à gauche clignotant, appel de phare, basculement automatique des feux de route aux feux de croisement et puis le bouton baissé pour board computer à l'extrémité supérieure, ordinateur de bord donc en français pour afficher les différentes données de conduite sur la partie centrale de l'écran instrument. À droite on a les essuie-glaces, c'est traditionnel. Derrière le volant, l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces, celui-là bien sûr n'est pas tactile, il est donc personnalisable via le bouton menu à droite du volant. Vous pouvez agir sur le layout, donc la disposition, et sur le content, c'est-à-dire le contenu. Étrange d'ailleurs que ce menu ne soit pas en français alors que le tableau de bord est réglé sur français. C'est un petit peu spécial. Donc comment ça se passe concrètement? Regardez, bouton ici. Content, vous le voyez. Alors au niveau du contenu, vous allez pouvoir faire défiler. Vous allez pouvoir retrouver, si on commence par le haut, donc soit rien du tout, c'est-à-dire juste la vitesse, soit ici les données de conduite, Assisted View, donc les aides à la conduite, également la prévisualisation de l'itinéraire, la carte également, ici le média, en l'occurrence ici la radio. Donc ça c'est pour le contenu que vous allez pouvoir afficher. On va mettre par exemple, on va mettre la vitesse par défaut. Je peux switcher à droite sur layout. Là on a un premier layout assez serré, un deuxième layout un petit peu moins serré, et puis un troisième layout un petit peu plus futuriste et épuré, exactement comme ce qu'on retrouve dans la BMW iX. Je peux aller encore un
un petit peu plus à droite et là retrouver les réglages du head-up display, l'affichage tête haute qui se trouve donc dans le champ de vision du conducteur en suspension au-dessus du capot et donc retrouver des réglages, avoir une vue soit standard, une vue directionnelle ou bien une vue réduite. Donc voilà, personnalisation possible dans ce menu qui bizarrement est un menu qu'on va retrouver en anglais. Voilà donc pour la personnalisation de l'écran instrument. Deuxième écran dans le prolongement du premier, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure lui 14,9 pouces, c'est plus grand. Il est tactile évidemment et ensemble les deux écrans forment l'affichage Curved Display qui, comme son nom l'indique, est donc incurvé et orienté vers le conducteur et ça c'est très BMW. Sous l'écran d'infodivertissement, deux bus d'aération, puis les commandes, des commandes physiques avec de gauche à droite le réglage du volume et la fonction mute en poussant sur le bouton, les plages ou stations précédentes et suivantes, également les feux de détresse, le désembuage à l'avant et le désembuage à l'arrière. Sous cette rangée de boutons, une trappe qui va renfermer les inévitables porte-gobelets, ils sont au nombre de deux, une zone de recharge par induction et puis deux prises, une prise USB-A en partie arrière ici et une prise 12 volts de type allume-cigare en partie avant. Entre les sièges avant, on va retrouver quelques boutons physiques regroupés autour du sélecteur de vitesse et de la molette du système iDrive. On va retrouver à gauche par exemple la possibilité de couper l'anti-patinage. On aura l'appel du menu caméra, on aura les capteurs de parking, le bouton de démarrage, les modes de conduite qu'on détaillera sur la route, la fonction auto hold, donc possibilité quand vous êtes à l'arrêt au feu de lever le pied du frein sans que la voiture n'avance, elle se maintient sur place. Le frein de parking électrique et puis à droite autour de la molette iDrive, on va retrouver l'accès direct au menu téléphone, médias, carte, navigation et puis le bouton home ainsi que plus en arrière les touches retour, arrière et options. Enfin, sous la coudoir centrale, un espace assez large mais peu profond et puis une prise USB-C également, toujours pratique là aussi. Je vous propose une petite démo. On connaît le système, on sait que ça fonctionne très très bien. Le système de caméra de BMW qui est quand même assez intéressant. Alors si je passe la marche arrière, ce sera encore plus visible. Voilà, système de caméra qui est d'une excellente définition, vous le voyez. Alors ici c'est la caméra arrière, mais c'est un système de caméra automatique. Donc c'est la caméra arrière parce que j'ai mis la marche arrière. Mais si je repasse la marche avant et que je suis face à un obstacle, eh bien elle va basculer sur la caméra avant. Donc voilà, système franchement très efficace. On peut passer sur la vue à gauche, la vue à droite également. Toujours pratique quand on est près d'une bordure ou d'un petit muret. Et puis alors activer le park assist, c'est possible, avec la recherche qui est, vous le voyez, active. Et puis la fonction auto-reverse. Voilà, la fonction auto-reverse, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité pour la voiture de parcourir les quelques mètres ou dizaines de mètres qui précèdent. Et ça, alors ici, c'est pas possible parce qu'on a manœuvré juste devant une place de parking, donc on n'a pas un historique suffisamment long en marche arrière. Mais donc, c'est la possibilité pour la voiture, quand vous êtes dans une allée comme celle-ci, vous arrivez chez des amis le soir, il fait clair. Ensuite, il fait noir quand vous repartez et vous devez repartir en marche arrière. Eh bien, la voiture est capable de parcourir ces quelques dizaines de mètres en marche arrière en reprenant exactement les traces de ce qu'elle a parcouru en marche avant. C'est hyper pratique, c'est exclusif et c'est une fonction BMW. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on a vu la possibilité de personnaliser la partie de l'écran instrument. Ici, le menu caméra, on a vu également. Je vous propose maintenant de détailler un petit peu plus ce qu'on va retrouver ici sur l'écran d'infodivertissement. Quelques mots à présent à propos du système d'infodivertissement. On est donc en présence du système iDrive de 8e génération, le Curved Display dont je vous parlais tout à l'heure, orienté vers le conducteur, c'est très BMW. C'est ce qu'on retrouvait également dans la BMW iX. Alors on a au programme de la fluidité, de l'ergonomie, on a Apple CarPlay, Android Auto qui sont sans fil dans cette voiture, c'est extrêmement pratique. Voiture qui peut bénéficier de mises à jour OTA, over the air, c'est-à-dire des mises à jour via la connexion de la voiture en passant par le réseau cellulaire, possibilité d'ajouter des profils dans cette voiture également et puis les apps BMW. On a un système de tuiles avec un premier menu ici à gauche, l'accès au menu général, l'accès aux médias, au téléphone et à la navigation et puis un système de tuiles, vous le voyez, que vous pouvez organiser absolument comme vous voulez. Voilà, vous pouvez les supprimer, les changer de place, etc. On a ici donc, voilà, on a l'horloge, on a le téléphone, assistant personnel, ma BMW, prévisualisation de l'itinéraire,
etc., etc. Et vous le voyez, possibilité d'ajouter des widgets également, en l'occurrence là, le widget actualité. Donc ça, c'est le menu de base. En dessous, on a toujours accessible la climatisation pour le conducteur, pour le passager, et le menu climatisation via ici la partie centrale. Alors, je me souviens que j'avais fait la même remarque au moment d'essayer la BMW iX. Je trouve que ce menu-là, il colle pas vraiment au niveau visuel avec ce menu-là. Je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. On a l'impression ici d'être dans une Cupra. Vous voyez, il y a un petit côté plus Cupra, alors qu'ici, on a quelque chose d'un petit peu plus classe, d'un petit peu plus premium, je trouve, au niveau, au niveau des tuiles ici. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on a dans le menu ici, possibilité d'avoir, alors, soit toutes les applications, c'est-à-dire les applications de la voiture et celles du téléphone qui sont mélangées, ou bien juste les applications de la voiture sans les applications du téléphone. Dans les réglages, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors les réglages du système, les réglages liés à la recharge, planification, objectif de recharge, déverrouiller le câble de recharge quand vous êtes en train de recharger, une planification, je l'ai dit, le mode de recharge, etc., etc. Connexion aux appareils mobiles, BMW ID, je vous l'ai dit, avec les différents profils, l'assistant personnel, les réglages du système, ça ce sera les réglages plus profonds, la date, l'heure, la langue, etc., etc. Le comportement du pavé tactile, les unités de mesure, les notifications, etc., etc. L'éclairage intérieur, moi, j'aime bien quand c'est blanc, quand c'est sobre. À la base, c'était bleu. Je suis pas très fan des intérieurs bleus. Donc voilà, couleur, c'est blanc, c'est assez sobre. Vous pouvez bien sûr modifier l'intensité de la luminosité, le confort de la climatisation, la personnalisation des écrans d'affichage, porte et vitres, réglages de conduite. Dans les réglages de conduite, on a par exemple la possibilité d'activer ou non les Iconic Sounds, dont je vous reparlerai bien sûr sur la route dans un instant. Les aides à la conduite également, on peut les sélectionner ici. Voilà, et chaque fois vous avez différentes positions. Vous pouvez vraiment personnaliser très très fort les réglages dans cette voiture. Vous le voyez, pas mal de possibilités, un système qui est très fluide, très réactif. Ce système iDrive de 8e génération, c'est une réussite. Franchement, j'ai passé une excellente semaine au volant de cette voiture et c'est marrant parce qu'on prend certaines habitudes. Plutôt que d'aller, en général, j'utilisais Apple CarPlay et donc sans fil, Apple CarPlay s'affiche ici, le menu remonte un petit peu et ça s'affiche ici. Une fois qu'on a Apple CarPlay qui est en plein écran, si on veut changer de radio par exemple, j'ai pris l'habitude en fait de le faire via la commande vocale. Voilà, je disais écoutez telle radio, et je zappais comme ça d'une radio à l'autre avec la commande vocale. C'est assez simple en fait. Et donc c'est vraiment une habitude à prendre. Pour certaines fonctions, vous allez utiliser les touches physiques, pour d'autres fonctions l'écran, et pour d'autres encore, vous allez pouvoir en fonction des circonstances et des conditions, utiliser la commande vocale. Voilà, il y a aussi la molette iDrive bien sûr qui se trouve entre les sièges et qui peut être pratique également. Je dirais que c'est vraiment une question d'habitude en fait. Ça dépend comment vous commencez à utiliser le système et en général vous allez continuer à l'utiliser de la même manière. Donc c'est vraiment une habitude à prendre, mais dans tous les cas je peux vous dire que le système il est vraiment très réactif dans cette BMW. C'est un bonheur à utiliser au quotidien. Un savoureux mélange de confort et de sportivité, c'est ce qu'on déguste dès les premiers kilomètres parcourus au volant de cette voiture. Et on peut profiter, selon ses humeurs, ses envies, d'une berline premium silencieuse, confortable et économique à l'usage même en mode EcoPro, ou bien d'une voiture nettement plus dynamique en mode sport avec la fonction Sport Boost activée, d'un dragster même, proposant des accélérations à la limite du supportable pour le conducteur et certainement pour les passagers. Le maintien offert par les sièges M-Sport optionnels qui équipent cette voiture, il est juste exceptionnel. Vous pouvez régler votre position de conduite au millimètre et le maintien latéral du dos et des cuisses, il est vraiment très convaincant. Ces sièges sont une véritable invitation à la sportivité tout en proposant un très satisfaisant niveau de confort parce qu'on peut aimer la sportivité et ne pas forcément avoir envie de conduire assis sur un bout de bois en permanence. Dans cette voiture, l'équilibre est parfait, je le disais, bien meilleur selon moi que dans une Model 3 que j'ai toujours trouvé efficace en conduite dynamique, très efficace même, mais du coup inconfortable au quotidien puisque la Model 3 de Tesla n'est pas équipée d'une suspension adaptative, contrairement à cette BMW i4 M50. Les aides à la conduite, elles sont très intuitives à l'usage. Évidemment, cette voiture dispose ou peut disposer de toute la panoplie d'aides généralement proposées en 2022, mais on l'a vu avec la MG Marvel R récemment, proposer toutes les aides possibles et imaginables, c'est bien, mais ça n'a de sens que si elles sont vraiment efficaces. Ici, on est chez BMW, tout ça est donc très très bien calibré et facile à utiliser. Mention spéciale pour le suivi des limitations de vitesse qui va vous suggérer dans l'affichage tête haute de valider la limitation de vitesse suivante lorsque vous êtes en régulateur de vitesse adaptatif pour que la voiture s'y soumette ou pas. C'est vous qui décidez, c'est simple et c'est efficace.
Avec une répartition des masses proche du 50-50, cette i4 M50 est une voiture agréable à conduire, très agréable même. Elle propose de la puissance, un comportement très rassurant grâce à ses 4 roues motrices. Alors, reste que malgré ses accélérations dignes d'une fusée, comme toutes les voitures électriques premium, elle est lourde et donc moins joueuse qu'une voiture équivalente à moteur thermique ou même qu'une Tesla Model 3 qui est sensiblement plus légère. L'électrique, ce sont de nouvelles sensations, pas de moins bonnes sensations, juste de nouvelles sensations qui ne demandent qu'à être découvertes. Comme toutes les voitures électriques et certainement dans le segment premium, cette i4 est silencieuse, ce qui est évidemment très agréable au quotidien. Alors un petit bémol toutefois, au terme d'une semaine passée à son volant, quelques bruits aérodynamiques qui semblent être davantage présents au niveau des vitres latérales. Le fait qu'elles soient sans encadrement y est sans doute pour quelque chose et c'est un petit peu dommage. Et puis je peux pas parler du bruit évidemment dans cette i4 sans évoquer les Iconic Sounds développés par BMW qui a fait appel au compositeur allemand de renom Hans Zimmer. Alors si vous êtes des fidèles de Charging Station, vous le savez, je ne suis pas un grand fan des bruits de moteur rajoutés pour faire comme si. Seule exception ici, quand vous voulez faire une petite démo d'accélération de cette voiture en mode Sport Boost à un passager néophyte, dans ce cas-ci précisément, activer les Iconic Sounds renforcera l'impression de puissance ou provoquera un fou rire d'ailleurs, hein, c'est selon. Pour le reste, décocher la case reste pour moi la meilleure option. Pardon, Hans Zimmer. 1600 kg avec une remorque freinée, 750 kg avec une remorque non freinée. Ce sont les valeurs concernant la charge tractable pour cette BMW i4. Sport, confort et EcoPro sont les 3 modes de conduite disponibles dans cette voiture. En mode EcoPro, les performances sont en rien dégradées, tout comme les fonctions de chauffage et de climatisation d'ailleurs, ceci pour augmenter l'autonomie totale de cette voiture sur une seule charge, pour aller donc plus loin sur une seule charge. Le mode confort, c'est le bon compromis entre performance, confort et autonomie. Et puis le mode sport, c'est évidemment celui qui vous offrira les meilleures sensations au prix d'une consommation plus élevée. Et il n'y a pas de miracle. Alors, pas de mode individuel sur cette voiture, vous allez devoir vous allez pouvoir directement agir sur 2 modes, le mode sport et le mode EcoPro qui sont donc complètement personnalisables. Vous pouvez agir dans les 2 cas sur l'amortissement et la direction. En plus de ça, en mode sport, vous allez pouvoir agir également sur la propulsion avec le mode Sport Boost. Et puis en mode EcoPro par contre, là vous allez pouvoir agir en plus sur les fonctions de chauffage et de climatisation. 12,50 m, c'est le diamètre de braquage de cette BMW i4. C'est moins bien que la Model 3 de Tesla qui propose une valeur de braquage sous les 12 mètres et qui n'est déjà pas une référence en la matière. Autant vous dire que dans les centres-villes étriqués, vous allez devoir vous attendre à manœuvrer davantage avec cette BMW i4. Alors c'est pas impossible, hein, c'est juste un petit peu plus compliqué qu'avec une voiture qui braque plus court. C'est assez logique. Dans les parkings étroits, la fonction caméra 360, elle sera votre meilleur allié. Le léger manque de mordant de la pédale de frein au début de la course de la pédale, eh bien c'est un phénomène présent sur toutes les voitures électriques ou presque. Ici, il l'est également, mais de manière assez légère et donc assez peu perceptible. Si vous enfoncez le frein, ça freine fort et tant mieux. Il y a tout de même près de 2300 kg à arrêter, soit près de 450 kg de plus que le poids d'une Tesla Model 3 Performance, c'est pas rien. La récupération d'énergie et la manière de la moduler, eh bien c'est plutôt bien conçu dans cette i4. C'est simple à utiliser. En fonction de vos préférences, vous pouvez choisir quel comportement la voiture va adopter en mode D. Vous avez le choix entre la récupération faible, intermédiaire ou élevée, qui correspondra à un ralentissement faible, moyen ou élevé lorsque vous lèverez le pied de l'accélérateur. Un 4e mode, toujours en mode D, est disponible, le mode adaptif. Il vous permet de profiter du meilleur des 3 modes précédents sans avoir rien à faire. En fonction des conditions de circulation, la voiture optera pour un ralentissement plus ou moins élevé lorsque vous lèverez le pied de l'accélérateur. Franchement, c'est assez bluffant. Si par contre vous aimez un ralentissement important en toutes circonstances, basculez le sélecteur vers la gauche et là, vous êtes en mode B qui peut aller lui jusqu'à l'arrêt complet. C'est le vrai mode qui propose la conduite à une pédale et c'est assez bluffant. Le mode D adaptatif permet lui aussi eh bien, de s'adapter aux limitations de vitesse et donc lorsque vous levez le pied, vous sentez de temps en temps un ralentissement un petit peu plus important alors que la route est dégagée. C'est simplement parce qu'une limitation de vitesse inférieure est en approche et donc la voiture s'adapte automatiquement. Franchement, c'est vachement bien fait.
Ils sont en option, mais ils sont assez bluffants d'efficacité, les BMW Laserlight. Vous activez le basculement automatique et vous ne vous souciez de rien. En fonction des conditions de circulation, la voiture va en permanence adapter l'éclairage pour vous offrir en toutes circonstances le meilleur éclairage possible, soit en repassant en feu de croisement lorsque c'est nécessaire, ou bien juste en éteignant une partie du faisceau lumineux lorsque c'est suffisant. C'est simple, alors pas au niveau de la conception, mais bien au niveau de l'utilisation. C'est donc efficace et très sécurisant. L'autonomie théorique de cette version sur une seule charge, 520 km en cycle mixte selon la norme WLTP. Alors sachez que la température extérieure durant cette semaine, elle se situait entre 15 et 25 degrés. Là, il fait 22 degrés. Et mes parcours, vous le savez, sont composés d'autoroute à 70%. Alors dans ces conditions, je suis arrivé à une moyenne de 18,5 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal en roulant tranquillement. Et ça, c'est pas évident de rouler tranquillement avec cette voiture. En se faisant un petit peu plaisir de temps en temps, on est aux alentours de 20 kWh au 100. Et puis en se faisant franchement plaisir, là, on va un petit peu exploser les compteurs. Attention, dans tous les cas, j'ai roulé avec tous les équipements activés et donc vous l'aurez compris, sans chercher à battre des records d'autonomie. Avec cette moyenne, la batterie de 80,7 kWh utile, me permettra de rouler entre 250 et 300 km avec le pied franchement lourd et un petit peu plus de 400 km. C'est vraiment pas mal en conduite tranquille. Bref, des valeurs qui sont plutôt intéressantes. J'étais assez surpris, franchement. La gestion de l'énergie dans cette voiture, elle est plutôt bonne. Elle est même très très bonne. En conduite calme, cool, malgré les 544 chevaux. Si vous décidez de ne pas les réveiller en permanence, vous allez pouvoir sans problème rester sous les 20 kWh au 100, ce qui n'est pas gagné avec toutes les voitures 100% électriques puissantes, notamment une Polestar 2, où c'est plus compliqué au niveau de la gestion de l'énergie. Vous avez du mal à rester sous les 20 kWh au 100 dans les mêmes conditions. Donc voilà, des valeurs qui sont assez enthousiasmantes dans cette BMW i4 M50 et encourageantes pour la suite. Parlons du prix à présent. La BMW i4 est disponible en Belgique à partir de 60 800 €. Dans ce cas-là, ce sera la version d'entrée de gamme, entre guillemets, e-Drive 40. Alors pour 15 100 € de plus, vous allez pouvoir vous offrir la version M50 que vous avez sous les yeux, soit 75 900 €. En France, ce sera 59 950 € pour la version e-Drive 40 et 73 750 € pour la version M50. Essayez cette semaine, le tout hors option évidemment. Alors les options, parlons-en, cette voiture d'essai, elle est équipée de près de 20 000 € d'options. Prix total de cette configuration en Belgique, 94 990 €. Ça pique un peu, c'est près de 20 000 € de plus qu'une Tesla Model 3 Performance, toutes options comprises. Rendez-vous sur le configurateur en ligne de BMW pour configurer votre BMW i4 idéal et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, votre voiture, vous pouvez la payer comptant, vous pouvez également faire un crédit et puis vous pouvez opter pour une formule de leasing. Et ça, la formule de leasing, c'est particulièrement intéressant pour les entreprises et les indépendants. Ce sera la formule de leasing opérationnelle qu'on connaît depuis pas mal de temps. Et puis pour les particuliers, là c'est plus récent, c'est la formule de private lease. Dans les deux cas, avec notre partenaire Arval, c'est la même chose, c'est du tout compris, à savoir que vous payez la même mensualité du premier au dernier mois, avec de la déductibilité pour les entreprises en raison des mesures fiscales qui sont mises en place en Belgique, en France et ailleurs. Pour les particuliers, par contre, là, il y a un double avantage. Le premier, c'est que, comme tout est compris, vous payez la même chose du premier au dernier mois. Vous n'avez pas des mois où vous allez devoir payer davantage pour votre voiture, pour remplacer les pneus, faire un entretien, etc., etc. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'à la fin du contrat de leasing, dans 3, 4, 5 ans, vous ne devez pas vous soucier de combien vaudra votre voiture. Et bien malin, celui qui aujourd'hui sait combien vaudra cette voiture dans 3, 4 ou 5 ans au moment de la revente, puisqu'à la fin du contrat avec un private lease, vous remettez les clés, vous remettez la voiture et vous n'avez à vous soucier de rien. C'est la société de leasing qui prend le risque, ce n'est pas vous. Donc deux bonnes raisons d'opter pour un private lease en ce moment très populaire et on comprend pourquoi. Rendez-vous donc sur arval.be pour demander une offre personnalisée pour une voiture en particulier, celle qui vous fait rêver. Rendez-vous également sur arval.fr si vous nous suivez depuis la France. Des formules un petit peu différentes existent également, elles sont tout aussi intéressantes. Autoscoot 24, vous le savez, partenaire de Charging Station, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe. Autoscoot24.be en Belgique, .fr
en France. Et puis sur Autoscoot24 aux Pays-Bas, il y a une nouveauté qui débarquera bientôt sur les autres marchés. Eh bien, c'est la possibilité d'afficher pour les professionnels le prix à la fois avec et sans TVA pour que quand vous faites une recherche, eh bien, les vendeurs soient tous sur le même pied d'égalité, qu'il n'y ait pas des voitures qui semblent plus accessibles simplement parce qu'elles sont affichées hors TVA. Tout ça sera donc nettement plus clair pour tout le monde. Alors sur Autoscoot24, vous le savez, les voitures elles sont disponibles immédiatement, des voitures d'occasion bien sûr, dont certaines sont électriques ou hybrides rechargeables évidemment, et puis des voitures neuves aussi. Il y a plusieurs milliers de voitures neuves disponibles immédiatement sur Autoscoot24, dont là aussi un bon millier qui sont déjà des voitures électrifiées. Rendez-vous donc sur autoscoot24.be, autoscoot24.fr. En conclusion, oui, cette BMW i4 M50 est largement plus chère qu'une Tesla Model 3 Performance. Oui, elle consomme un petit peu plus et il lui faut quelques dixièmes de plus que sa rivale américaine pour réaliser le 0 à 100. Enfin, elle est plus lourde, sensiblement plus lourde par rapport toujours à sa rivale américaine. Mais quelle voiture! Ça reste une vraie BMW avec le look d'une BMW, un vrai intérieur BMW et ça la Tesla ne pourra pas lui enlever. Et puis elle fait honneur à son blason M comme une voiture électrique peut le faire, c'est-à-dire en proposant d'autres sensations que celles d'une déclinaison M à moteur thermique, des sensations qui ne sont pas moins bonnes, elles sont juste différentes. Reste que cette configuration extrême M50, facturée option comprise 95 000 € et sans doute à réserver à des puristes fortunés qui ne tolèrent aucune concession. Pour la grande majorité de ceux qui peuvent déjà dépenser 60 000 € hors option pour une voiture, c'est-à-dire 75 000 € pour cette voiture correctement équipée, eh bien la version e-Drive 40 restera un excellent choix. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, on a rendez-vous, je vous le disais, avec la Kia Sportage, la nouvelle Kia Sportage hybride rechargeable avec une autonomie confortable en 100% électrique. On ne manquera pas de vérifier ça. Et puis durant les semaines suivantes, on ira chez Tesla, mais on sera en Allemagne. Oui, puisque c'est l'essai de la Tesla Model Y Performance produite dans l'usine de Berlin. On verra ce que ça donne en termes de performance, mais aussi en termes de qualité de fabrication. A priori, en Allemagne, on sait construire des voitures. On verra ce que ça donne. On restera en Allemagne la semaine suivante, mais chez Mercedes cette fois, avec l'essai de la petite sœur de la EQS, ce sera la EQE. Et puis chez Renault, ensuite, pour terminer le mois de juin, avec l'essai, un essai que vous attendez avec grande impatience d'ailleurs, l'essai de la Renault Mégane e-tech qui fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce que c'est une voiture réussie? Eh bien, j'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine et vous saurez tout dans quelques semaines sur Charging Station. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station, activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et puis si vous le souhaitez, si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, alors vous pouvez bien sûr partager les vidéos, c'est toujours très sympa d'ailleurs de le faire, ça permet une visibilité plus grande de la chaîne Charging Station. Et puis vous pouvez, si vous voulez en faire un petit peu plus, contre un petit montant mensuel, moins d'1 €, eh bien activer la souscription. Vous cliquez sur le bouton rejoindre depuis un ordinateur et vous allez pouvoir contre moins d'1 €, c'est 90-99 centimes par là, eh bien bénéficier d'une foule d'avantages, le plus évident étant que vous allez pouvoir visionner les essais dès qu'ils sont uploadés sur YouTube sans attendre le dimanche à 18 h, donc parfois avec près d'une semaine d'avance sur la diffusion du dimanche à 18 h. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt.